flottant le Mona Lisa pour parcourir l'Allemagne du Nord jusqu'à Amsterdam. La région berlinoise et le centre de Berlin même sont truffés de parcs et de jardins, de pièces d'eau, et c'est au centre de l'une de ces forêts que l'on trouve le superbe stade olympique. Le Bundestag, Reichstag, fait partie des incontournables à visiter à Berlin, de même que la célèbre porte de Brandebourg, qui curieusement se trouve place de Paris, où ce jour-là se prépare une manifestation qui gâche un peu la vue. À Berlin, comme à Paris, on défait comme à l'Académie des Arts ici, qui est quasiment fermée, et on visite des locaux inertes. Et voici le mémorial juif qui se veut aussi œuvre d'art impressionnante et indestructible. On ne vient pas à Berlin sans se diriger vers le quartier où l'on a préservé une partie du fameux mur de Berlin sous forme de musée de plein air accessible gratuitement d'ailleurs. À côté du mur se trouve le Gropiusbau, qui est l'ancien musée des arts décoratifs qui sert de centre d'exposition, qui a miraculeusement échappé aux ravages créés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Un grand tour de ville permet de constater que les richesses de Berlin ont été partiellement préservées, grandement restaurées et parfois totalement reconstruites pour retrouver la splendeur d'avant-guerre. Les statues de personnages illustres sont légion en Allemagne, comme ici à la bibliothèque universitaire Humboldt. Ici, nous arrivons au Berliner Dom. C'est une cathédrale exceptionnelle. Et nous voyons également au fond le musée de l'histoire. Tout cela se trouvant au bord de la Spree qu'il faudra visiter ultérieurement. Non, ce n'est pas un minaret, juste la tour de la télévision. À gauche maintenant, l'hôtel de Ville Rouge, quand la ville avait 700 000 habitants avant l'union de l'Allemagne. Après, la ville a poussé vite et c'est pourquoi on a fait le deuxième à gauche, l'hôtel de ville. Sur le Gendarmenmarktplatz, nous trouvons à gauche la cathédrale allemande. Au centre, le théâtre, salle de concert, et à droite, le Französischer Dom, la cathédrale française. Petit coup d'œil en passant sur un quartier qui se prend pour Manhattan, mais qui n'est pas vraiment convaincant. Mieux vaut donc revenir vers le splendide Berliner Dom au bord de la Spree pour une visite approfondie de cette très belle cathédrale protestante. L'entrée ici est payante, c'est inhabituel. Mais ici, on a besoin de beaucoup d'argent pour entretenir cet édifice exceptionnel. Et en prime, nous entendons un organisme qui prend plaisir à s'entraîner aujourd'hui.
Et venir boire un petit coup au bord de la Spree après une belle visite ne fait de mal à personne. Admirons la circulation bien régulée avec des couloirs qui sont tantôt mis au vert, tantôt rouge. Admirons aussi l'absence quasi totale de ronds-points, nos satanés ronds-points français stupides. Absence totale constatée de cassis stupides, coûteux et désagréables. Absence totale également de bandes rugueuses. Présence d'une signalisation intelligente qui est ni trop restrictive, ni trop permissive. Devant l'opéra de rose vêtue et son vis-à-vis la bibliothèque, nous attendons de pied ferme la tombée de la nuit pour voir Berlin by Night. À part quelques bâtiments partiellement éclairés, c'est le noir presque total dans la ville et le Berlin by Night est bien tristounet. Juste un seul quartier, un petit bout de quartier, le coin appelé Sonny, se montre sous un jour plus jovial, plus gai, avec cette espèce de parapluie bleu éclairé, entouré d'immeubles et de commerces. C'est un endroit assez restreint, seul témoin de Berlin by Night. Quand les écolos en font trop, c'est vraiment trop désolant. Visite du château de Charlottenbourg par très beau temps à plus de 30 degrés. On commence à chercher l'ombre. Dommage qu'à Berlin, comme dans toutes les grandes villes, et tous les endroits touristiques en plus, les jardins soient relativement mal entretenus. En tout cas, pratiquement pas de fleurs, encore qu'ici nous allons trouver des parterres assez bien tenus. Bien qu'en s'écartant un tout petit peu du château, on s'aperçoit que les mauvaises herbes n'ont pas du tout été arrachées, que les jardins ne sont pas vraiment très soignés. Certes, l'écologie fait qu'il est nécessaire de ne pas abuser des produits, mais arracher les mauvaises herbes n'a jamais fait de tort à l'écologie. Alors, tout de même, un petit problème en Allemagne à ce sujet. Charlottenbourg a beaucoup souffert de la guerre, mais les travaux de restauration ont été menés tambour battant. Et aujourd'hui, on constate que ce château est resplendissant et on remarque naturellement que les dorures sont omniprésentes. Le château n'est pas très meublé, mais on comprend très bien que tout avait disparu pendant la guerre et que cela ne peut se faire que petit à petit. Par contre, les galeries de portraits sont légion, comme dans tous les lieux culturels, tous les châteaux en Allemagne.
À Potsdam, les uns vont préférer se tenir au calme sur le bateau pour naviguer et admirer le paysage, tandis que d'autres descendront pour faire une belle promenade dans Potsdam et le parc sans souci. Au cours de la croisière, le Mona Lisa aura affronté 25 écluses et 470 ponts. Ces ponts parfois obligent le bateau à se glisser, à se tasser pour passer à 20 centimètres près. Naturellement, il faut se tenir à quatre pattes, voire se coucher pour franchir cet obstacle. Voici donc quelques trophées rapportés par les visiteurs de Potsdam et de son parc sans souci, le parc du très beau château de Potsdam. Et pendant ce temps, quelques vidéastes se sont reposés en admirant le paysage depuis le Mona Lisa. Le temps est au beau fixe, le paysage est très beau. Il ne fait pas trop chaud, peut-être 27 degrés, avec un petit air qui circule sur le pont supérieur pour admirer toutes ces belles vues à l'approche d'une belle petite écluse et le retour prochain des promeneurs qui reviennent de sans souci. L'écluse de Hohenwarte est réputée pour son dénivelé impressionnant de 18 mètres. On dirait une belle portée de musique. Plus loin, nous allons trouver un autre ouvrage hors norme, le pont-canal de Magdebourg. C'est le plus long pont-canal d'Europe et l'un des plus longs du monde, avec une portée de 918 mètres qui passe au-dessus de l'Elbe. Bon, mais pour visiter Magdebourg, va falloir vous grouiller, mes petits lapins. Magdebourg, bien qu'étant fortement sinistré, possède encore quelques bâtiments anciens, bien restaurés, mais surtout comporte deux cathédrales, ici la cathédrale catholique et non loin l'exceptionnelle cathédrale protestante. C'est la première cathédrale gothique d'Allemagne et c'est aussi celle qui a les plus hautes tours, toutes deux mesurant plus de 100 mètres. Sa nef est majestueuse et au fond nous apercevons l'orgue non moins majestueux.
Malgré les ravages de la guerre, de nombreux trésors subsistent dans cette cathédrale, sans oublier les trésors du cloître qui se trouve juste à côté de la cathédrale et que l'on retrouve dans un état de conservation exceptionnel. À Magdebourg, le renouveau architectural s'est joué avec la carte Hundertwasser. Hundertwasser, que les Français commencent à connaître aussi, est un peintre contemporain qui a voulu construire son propre quartier à son image, et cette image est tout de même assez fantastique. Il ignore la géométrie, les carrés, les triangles, les lignes droites, et joue avec les couleurs de façon artistique. Bref, c'est du Hundertwasser pur jus. Et nous aimons beaucoup. Hundertwasser a banni la monotonie géométrique au point de réaliser des fenêtres qui toutes ont une dimension différente. Aucune fenêtre ne ressemble à une autre. Changement de décor et de technique à Wolfsburg, le pays où règne Volkswagen, avec toute la rigueur nécessaire dans l'industrie automobile d'aujourd'hui. Ici, tout est fait pour impressionner le client, le visiteur. Beaucoup d'Allemands viennent commander leur voiture ici sur place, dans ces locaux somptueux. On y entraîne les petits-enfants et on les prédispose déjà à la conduite automobile. C'est tout de même une bonne idée pour un constructeur. Un constructeur qui ici joue la carte du prestige, ne néglige pas le passé avec un joli musée automobile. Et dans un instant, vous verrez les 2 tours de service. Dans ces tours arrivent toutes les voitures neuves produites. Elles sont montées par un ascenseur très particulier, circulaire, qui va installer chaque voiture dans sa case. Et lorsque le client viendra chercher la voiture, c'est le même robot ascenseur qui viendra récupérer la voiture de ce client. Voilà, ici c'est le bâtiment Porsche, un peu futuriste, et tout ça dans des locaux et surtout des jardins paysagers et d'exception. Embarquement et départ pour Hanovre. Terriblement mutilé, Hanovre a su retrouver tout son caractère, sa splendeur et sa chaleur. L'hôtel de ville que voici a échappé miraculeusement au bombardement qui a anéanti la majorité de ce quartier. Avec son allure de cathédrale, cet immense hall de l'hôtel de ville de Hanovre est resté intact après les bombardements et notamment toutes ces sculptures sont d'origine, elles n'ont pas été restaurées, elles ont été préservées pendant les bombardements. Hanovre est une grande ville et gagne à être parcourue partiellement au moins en petit train ou en bus touristique. Ici, nous retrouvons une église qui a été conservée comme un monument. Elle a été détruite et on n'a remis en état que les 4 murs en tant que souvenir. De très beaux bâtiments en briques rouges ont été préservés ou restaurés.
La pierre vient jouer un très joli rôle ornemental. Les pignons sont particulièrement remarquables, de même que les rues qui sont bordées de maisons à colombages, elles aussi bien conservées ou restaurées. La cathédrale, elle aussi, est en briques rouges, de même que l'ancien hôtel de ville que nous voyons ici, avec son aile droite plus récemment construite, mais restant tout à fait dans le même esprit. Le bâtiment du Landtag de Basse-Saxe paraît très pompeux à côté de ces belles briques rouges. Ici, on se croirait presque à Versailles. Il y a tout de même des similitudes et ce parc de 75 hectares n'est pas du tout ridicule. Son canal est un peu moins large que celui de Versailles, mais il fait pratiquement le tour du domaine en formant un très grand U. Et contrairement à ce que nous avons remarqué à Berlin, à Magdebourg, à Charlottenbourg, ici les parterres sont très bien organisés, sont joliment fleuris, de même que les fontaines fonctionnent et que l'orangerie a permis de bien garnir ce très beau jardin. À contempler sans limite pour le plaisir des yeux. Depuis le splendide jardin, on a accès aux grottes, une succession de pièces dans cette grotte décorée par Niki de Saint-Phal. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et même pour ceux qui n'admirent pas spécialement Niki de Saint-Phal, ici c'est l'éblouissement, au propre et au figuré, des couleurs éclatantes et toute la personnalité de Niki de Saint-Phal qui est révélée dans cette grotte. La campagne environnante à Hanovre suggère une certaine douceur de vivre. Le Mona Lisa nous a devancés pendant notre visite de Hanovre et nous allons rejoindre le navire à Minden, un autre endroit très bucolique. L'ancienne écluse de Minden, qui a des allures de château fort, a été construite entre 1911 et 1914, mais nous voici dans la nouvelle écluse, dans son écrin de verdure où tout le monde se prélasse. Petit arrêt à Nienburg. Nienburg est une petite ville sans prétention de 30 000 habitants, où l'on fête autant les asperges que la bière, mais pas le dimanche matin à 9 heures où tout est calme et endormi. Même au 22 où se trouve le musée de la police, et qui n'est pas à Asnières. Ici, le très bel hôtel de ville, avec son très beau pignon et son clocheton, puis niché dans un petit coin de la vieille ville, un carillon moderne.
Arrivé à Brême, qui va se révéler être la ville la plus attachante, la plus chaleureuse de notre parcours. Brême a su conserver quelques-uns de ses plus vieux quartiers, le plus impressionnant étant le quartier du Schnorr. On y trouve de minuscules petites maisons et notamment le plus petit hôtel de Brême, le Hochzeitshaus, ça veut dire la maison du mariage, un hôtel qui ne comporte qu'une seule chambre pour les jeunes mariés. Et tout à côté se trouve la plus petite maison du quartier, 40 mètres carrés sur 3 niveaux. Une maison bancale du fait du terrain marécageux qui fait que les maisons s'enfoncent dans le sol. La beauté de ce quartier lui vaut sa survie car il est habité malgré l'absence de circulation possible, l'étroitesse des rues, l'absence totale de parking, de garage, de voies carrossables. Comme dans beaucoup de grandes villes allemandes, la cathédrale a été miraculeusement préservée, de même ici que l'hôtel de ville. Par contre, tous les bâtiments historiques emblématiques ont été grandement démolis et ici reconstruits à l'identique, souvent avec des matériaux récupérés dans les alentours. L'hôtel de ville, naturellement, mérite une attention tout à fait particulière, de même d'ailleurs que la cathédrale, dont l'intérieur est impressionnant, un peu difficile à photographier car cet intérieur est assez sombre. Les quelques vitraux réalisés après-guerre ne remplacent malheureusement pas la qualité des vitraux anciens qui ont été totalement détruits durant la guerre. Les musiciens de Brême sont toujours présents dans les mémoires de la ville. La Böttcherstraße offre un concentré d'architecture, d'art ancien et d'art moderne, de philosophie et de tradition ancestrale. La brique rouge omniprésente est très bien utilisée, s'adapte parfaitement à ce décor, qu'il soit très ancien ou parfois ponctué par quelques éléments plus récents. Ce qui est le cas pour ces vitraux de conception récente et de très belle facture. C'est dans ce cadre que se situe également le très bel office de tourisme de Brême. Embarquement pour Oldenburg. En traversant le royaume des éoliennes, ces moulins modernes, des moulins et des moutons. En veux-tu, en voilà. À Oldenburg, le pont qui doit se soulever pour laisser passer les bateaux est capricieux et quand il fait très chaud, il coince un peu partout et il faut attendre à la nuit pour passer cet obstacle. Nous en profitons pour débarquer de façon acrobatique et aller faire un tour de ville. Le petit château d'Oldenburg marque bien l'entrée du centre-ville, avec sa traditionnelle église, un bel hôtel de ville en bon état de conservation et quelques maisons anciennes très bien restaurées. Lui aussi va passer la nuit ici le temps que le pont se soulève à l'aube
pour nous laisser passer avec notre Mona Lisa. Il ne faut pas s'étonner de voir des croisiéristes se promenant sur un petit bateau de croisière fluviale, s'intéresser à un formidable outil permettant de fabriquer des paquebots qui font le tour du monde avec des milliers de passagers, avec la même échelle et la même productivité que ce que nous offrons en France à Saint-Nazaire. Simplement, ici, il s'agit d'une affaire de famille, la famille Meyer qui possède cet empire. Les paquebots ici sont entièrement réalisés de A jusqu'à Z à Papenburg. C'est un lieu qui se situe assez loin de la mer et il faudra emprunter des canaux avec 1000 difficultés pour amener ces monstres tout à fait en mer pour les faire naviguer, leur faire faire des tours du monde. De nombreux documents existent sur Internet pour voir les fabrications de ces immenses bateaux et le présent caméraman n'a pas une expérience suffisante ni envie de vous prendre trop de temps pour expliquer en long, en large et en travers, ce qui est très bien expliqué par ailleurs sur de nombreux sites sur Internet. Retour à bord pour 24 heures de navigation pour atteindre Amsterdam. Quelques écluses restent à franchir, les paysages sont variés, en particulier sur l'Ems. De plus en plus d'éoliennes à l'approche de la mer sur le Zuiderzee. Et puis une partie de pétanque pour passer le temps. Le temps qui s'est mis au beau fixe après quelques passages nuageux. Une 25e écluse et nous voici à Amsterdam, où le meilleur côtoie le pire, esthétiquement parlant. Mais le premier soir, nous allons commencer par le meilleur Amsterdam by Night sur les canaux. Un bassin sépare la gare centrale de la cathédrale qui se trouve donc juste en face de cette gare centrale. Depuis ce bassin, nous embarquons sur les bateaux qui font la visite nocturne d'Amsterdam. Le long de ces canaux, on trouve de tout, des logements individuels, des bateaux qui sont simplement de passage, d'autres qui sont à demeure et qui manifestement ne bougent jamais, enfin d'autres qui sont franchement des commerces. Certains de ces bateaux sont de véritables petits palais flottants, manifestement très luxueux et sans doute très coûteux. Mais laissons-nous bercer par les flots de ce bateau de promenade qui nous offre des écouteurs multilingues. La largeur des canaux varie considérablement selon les quartiers et il faut aussi tenir compte de la largeur des passages sous les ponts où l'espace est parfois réduit à un minimum pour permettre la circulation de ces bateaux de promenade.
Un tour de ville de jour va nous donner une autre image d'Amsterdam. Ici, on peut confondre canaux et rivières, car ici nous trouvons la largeur de la Seine à Paris, par exemple. Amsterdam est une très belle ville avec de très beaux bâtiments. Construit aussi au 19e siècle par l'architecte Pierre Cuypers, toujours en tant que musée, mais Pierre Cuypers avait l'habitude plus de construire des églises. Et c'est vrai, quand on voit un petit peu les vitraux, les tours, et regardez le passage aussi, le tunnel là en dessous, vous voyez, c'est super, ouais. Eh bien, ça est, voilà. Et c'est donc surtout un musée. Et l'ellipse en vert derrière, que si vous arrivez à voir, ou en grès aussi, en gris derrière, eh bien ça c'est l'entrée du musée Van Gogh, donc le Van Gogh Museum, donc de ce peintre plus post-impressionniste, 19e siècle, qui a beaucoup peint d'ailleurs aussi en France, à Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Rijksmuseum donc au fond, et puis donc sur plus la gauche de cette place, le musée Van Gogh et le musée d'art moderne. Ici, cette rivière, qui est donc la seule rivière naturelle ici à Amsterdam. Ouais, donc tous les autres canaux qui ont été construits plus tard au XVIIe siècle ont été tant pour Amsterdam. On l'appelle aussi le siècle d'or. Et c'est également à cette période-là, peut-être que vous en avez entendu parler, notamment cette célèbre compagnie maritime que l'on appelle la Compagnie des Indes orientales, et bien qui partait dans les Indes, aujourd'hui ce que l'on appellerait l'Indonésie, et puis qui ramenait toutes sortes d'épices. À Amsterdam, nous disposions d'une guide française particulièrement claire dans ses explications. Les quartiers, les canaux visités à pied ont toujours autant de charme en plein jour. Et de cette ville se dégage une impression de charme, de tranquillité, qui n'est pas pour déplaire aux touristes. Peut-être quelques restrictions pour le marché aux fleurs, qui n'est pas aussi extraordinaire que le prétendent les guides touristiques. Il est impressionnant, mais il ne révèle pas grand-chose à part une multitude de bulbes, des bulbes et encore des bulbes. Clin d'œil à la réplique de l'Arche de la Défense. Bien entendu, on ne quitte pas la Hollande et Amsterdam sans visiter les environs, particulièrement Volendam et Zaanstad, en partie pour le charme des villages de pêcheurs. Plus beaucoup de pêcheurs dans les villages, beaucoup de touristes, mais les villages sont tellement beaux que l'on prend plaisir à s'y promener. Il ne faut pas hésiter à quitter les quais pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ces beaux villages, pleins de quiétude, de calme et de sérénité. Ici, la perfection est de rigueur. Et chose amusante, on fête ici l'obtention d'un baccalauréat en suspendant un sac et un drapeau devant sa maison. Et on ne quitte pas la Hollande sans aller visiter les traditionnels moulins. Ici, nous sommes dans une zone, un village qui s'appelle Zaanstad, prononciation non garantie. Cette demi-douzaine de moulins fonctionne plus ou moins régulièrement pour le plaisir des yeux des touristes. L'un de ces moulins fonctionne même en permanence, c'est celui qui sert de scierie car on y débite du bois de prestige, de très beaux arbres y sont débités.
Et c'est sur cette très belle image que se termine la croisière de Berlin à Amsterdam. À bientôt.